Ça enregistre. Donc, bonsoir à tous, bienvenue à cette séance du Conseil communal. On a pas mal de points à l'ordre du jour. On commence directement par l'approbation du procès verbal de la séance du 30 juin 2023. Y a-t-il des questions, des remarques? Bon, je propose qu'on a... Ah ben j'ai quand même une petite question. Pas une question, mais plutôt une remarque. Je tiens à féliciter Mme Legault et son équipe du service administratif pour la qualité des PV. J'ai trouvé ce PV vraiment complet et qui expliquait bien tous les intervenants. Je la remercie. Évidemment, à ce titre-là, toutes les médailles à hauteur vert, et ça me permettra de poser une ou deux questions de mise au point en post-conseil, si vous le permettez. Ok, je propose qu'on vote le point. Oui. Abstention car absente. Oui. 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 Donc, point 2, création de la régie communale autonome de Dahlem et approbation de ses statuts. Donc, merci à M. Baudinet pour sa présence. M. Baudinet a été désigné dans le cadre d'un marché de service pour nous aider à mettre en place les statuts, notamment le règlement de la régie communale autonome à Dahlem. Donc, c'est le point à l'ordre du jour aujourd'hui. On désignera aussi dans un second temps les administrateurs qui composeront cette régie communale. Voilà, peut-être s'il y a des questions, on est content d'avoir M. Baudinet pour vous répondre à vos questions sur la régie communale. Oui. J'ai deux questions très pratiques. La première, ne serait-il pas opportun de prévoir que l'ordre du jour puisse être envoyé par email? Pourquoi pas, oui, je pense que c'est une bonne chose. Je ne sais pas si tout le monde accepte, c'est ça? Oui, enfin, de la pratique en général, pour autant que tous les conseillers soient OK, alors on peut le faire aussi. Non, je sais pas. On a uniquement par courrier. Il est uniquement par courrier? Mais en tout cas, on n'en parle pas. Sinon, On n'en parle pas? En tout cas, on ne dit pas que ça pourrait être par email. Les Ça. convocations signées par le président. Maintenant, tout ne doit pas être dans un règlement comme ça. Il n'y a pas dit que ce sera dans une cage chauffée, avec une table. La convocation du conseil d'administration, c'est ça que vous parlez de la FCA, se fait soit par l'article 35, se fait soit par email, soit par écrit, et à domicile, en second prix, le domicile élu, au moins 7 jours francs, etc. Okay. Donc c'est prévu à l'article 35. Je ne savais pas qu'il était question de la régie, je pensais qu'il parlait du compte, la convocation du conseil communal. C'est répondu, évidemment. Désolé. Autre question purement pratique, donc il y a les jetons de présence, c'est comme... On a mis vraiment comme la CCATM, ce qui est proposé au conseil aujourd'hui, donc voilà, on peut discuter là-dessus. Non, je te il y a des conseils d'administration, il y a des conseils, des jetons de présence beaucoup plus importants. Il y en a où il y a des revenus même fixes pour les présidents et vice-présidents. On n'a pas voulu tout ça, mais on considérait comme la CCATM, c'était déjà pas mal. Et, voilà. Si tout le monde est d'accord, on propose ça. Donc c'est 12,50 €, je crois, la CCATM. Oui. Et double jeton pour le président, mais qui ne recevra rien, parce que les membres du collège présents de l'RCA, eux, ne reçoivent pas de jeton de présence. Et on vous propose que le président soit les chats d'espoir. Donc on fait une économie de 25 € sur ce poste. Petite précision, si je peux me permettre, donc ça c'est une proposition ici du conseil communal, mais le montant, enfin si vous dites si je me trompe, mais le montant, c'est ce que vous avez conseillé aussi, le montant, les montants de jetons de présence seront arrêtés par le conseil d'administration. Donc les montants ne figurent pas dans les statuts. Pourquoi la différence entre le conseil d'administration et le conseil communal? C'est une question de facilité. Pourquoi? Parce qu'en fait, le maximum qui peut être octroyé, c'est le même jeton que voilà, oui. Mais il est même limité. Mais ici, la précision était faite par rapport à d'éventuelles modifications ultérieures. Si on met un montant dans les statuts, on va modifier les statuts pour modifier la valeur du jeton, ce qui n'a pas beaucoup de sens. Et donc là, c'est une compétence qui est laissée au conseil d'administration de fixer le montant du jeton. Et puis évidemment, ça regarde au conseil communal, puisque les comptes annuels de la régie sont approuvés par le conseil communal, le plan d'entreprise aussi.
Donc ça veut dire qu'in fine, c'est quand même toujours le conseil communal qui garde la main sur les jetons, mais l'affectation du montant reste de la compétence du CA. Et en fait, depuis le décret gouvernance de 2018, la rémunération des administrateurs est très encadrée au niveau des régies communes autonomes et des ASBL d'ailleurs. Donc, je veux dire, de toute façon, on ne peut même pas faire ce qu'on veut au niveau de la rémunération du CA. Parfait. Merci. Autre question. Monsieur peut ajouter quelque chose. Alors, c'est que c'est clair, hein, donc on s'en réjouit. On vous remercie déjà. Donc, sinon, je propose qu'on vote le point. Alors, Michel, rien à ajouter non plus. Tu as probablement mené le dossier. Par Marie-Paul et monsieur. Oui. Merci. Merci, Marie. Nicolas, on passe au vote. Oui. 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 Donc le point suivant, donc toujours régie communale, désignation des administrateurs. Donc je pense que tout le monde a envoyé les propositions de nom des administrateurs. Donc là je vous propose d'accepter le nom des administrateurs, des candidats administrateurs. Je t'entends plus. Il y en a une d'autre. Ah, ça peut pareil. Merci. Merci. Vous aurez constaté qu'on propose 2 membres extérieurs aussi au conseil communal. Donc un pour son expérience dans ce domaine-là, étant donné qu'il est gestionnaire des infrastructures de la ville de Rennes. C'est un ancien d'Alémois, Benjamin Lefil. Donc on pense qu'il pourrait être vraiment, son conseil pour être précieux. Et un deuxième, un d'Alémois, Vesnar Smeis, qui est une compétence sportive reconnue au régional, national et international. Je crois qu'on a de la chance d'avoir des personnes de leurs compétences qui ont accepté. Ils sont pas remplis. Ils sont pas remplis. Je peux voter pour mon neveu. Je peux voter pour mon neveu. Neveu. Je crois que j'ai les droits d'assurance. Les barres. Il y a que deux. Oui, je suis Voilà, l'unanimité pour tous les candidats. Est-ce que M. Bellini est toujours
C'est le plus rentable de l'histoire. Je ne mange pas. C'est peut-être une prestation payée, le déplacement. Je ne sais pas. C'est ça. Bon, bah. Je propose de passer peut-être le point 4 parce qu'une. Ah, ouais, madame. Madame de. Marie-Paul a accueilli quelqu'un. Non, je pense qu'elle accompagne M. Gaudin. Mais j'ai vu quelqu'un. On a beaucoup de ressources externes. Je pense qu'il allait quand même. C'est la présentation de ça. Oui, tu allais un petit peu. Je voulais d'abord l'écouter, mais il n'avait rien à dire. Une question. Bonsoir. Tu n'es pas obligé de fermer, hein, c'est toujours public. Hein. C'est toi les C'est très couronné. Là, je vous présente Anne-Sophie, qui est la personne. Je vous en prie, vous pouvez. Oui, Ça, tu parles face caméra. Léon, je te laisse présenter madame. Ben voilà le point 4, environnement, projet de parc paysager, pays de Bocage, sans frontières, approbation du plan de direction, directeur 2024-2047, du plan opérationnel 2024-2029 et de l'accord de coopération entre partenaires. Alors nous avons la personne qui relève, qui peut nous expliquer ça dans le plus moins détail. Pour celui qui J'avais prévenu. Donc, madame Loge, si vous savez peut-être présenter de manière synthétique ce qu'est le parc paysager, puis répondre à toutes les questions dans le moindre détail. c'est ça. Oui, j'avais préparé une présentation. Oui, merci, je vous en prie. Il faut la projeter. Oui. Alors, ça fait aussi bien qu'on a madame. Autant utiliser le matériel. Sinon, je le fais. Si, c'est bien. Ça. On espère qu'il mais Fabien, on sait faire ça maintenant. Maintenant qu'il y est, autant l'utiliser. Je sais que Attention, c'est pour moi. Attention, ma chaise, peut-être. Oui, c'est ça. Non, j'ai la chaîne de slides, mais je dois aller tout Non, on est loin là. Oui, In de tweetaal. Nee, alsjeblieft. Alleen maar in het Frans. Ça serait plus facile pour moi en irlandais. Geen probleem. Oui, geen probleem. Ça tu gères. Oui, j'ai l'opportunité de donner un peu plus de détails, pas tous les détails de l'histoire du parc paysager.
Oui, c'est dans les deux langues, en fait. C'est Pays du Bocage sans frontières et aussi Grenzeloos Bocageland. Oui, pourquoi on parle du Pays du Bocage? Je pense que c'est pas très important de l'expliquer ici parce que vous le savez. C'est le paysage que vous connaissez très très bien ici et aussi le terme parce qu'aux Pays-Bas par exemple ils ne connaissent pas vraiment le mot bocage. Mais c'est un paysage semi-ouvert et c'est les lignes, les éléments paysagers linéaires sont très typiques dans ce paysage. Les haies, les taillis, les alignements d'arbres, les talus boisés, les arbres de terre qui se trouvent entre les prés, les vergers, les champs et au long des ruisseaux. Et sans frontières, c'est vraiment pas seulement la Wallonie, la région du pays de Herve et la commune de Fouron en Flandre, mais c'est aussi le pays des collines, ils l'appellent, côté néerlandais. Parce qu'on voit qu'on a un paysage très similaire qui est très vallonné avec cet aspect de bocage, mais aussi les vergers aux tiges, les chemins creux, les anciennes forêts. Alors c'est quand même très similaire. Et on parle un peu des lignes qui nous relient pour ça, parce que en référant au bocage, les éléments linéaires, mais on voit aussi qu'il y a beaucoup de connexions entre les familles ici, entre des liens sociaux dans cette région qui traversent vraiment les frontières régionales et les frontières nationales. Et pourquoi une coopération transfrontalière? On a vraiment le cœur vert de la région Meuse-Rhin. C'est vraiment un cœur très rural, mais on a quand même pas mal de défis, de menaces. On voit que cette identité paysagère typique oui, se perd un peu parce que les haies, les pâtures, les vergers se disparaissent peu à peu. Il y a 2 ans, on a eu les grandes inondations, mais aussi les périodes de sécheresse. C'est quelque chose d'universel, mais c'est quand même ça a un grand impact sur le paysage et les utilisateurs du paysage. On est aussi très préoccupé par le futur de l'agriculture dans notre territoire, parce qu'on voit que les agriculteurs deviennent plus vieux chaque fois, il y a moins de jeunes qui veulent continuer, et ils doutent aussi si ça vaut la peine, c'est pas du tout facile, et oui, on aimerait bien trouver des solutions pour eux, pour qu'ils peuvent continuer. Bien sûr, la biodiversité, il y a pas mal de pression environnementale qui cause qu'il y a des espèces très uniques qui se disparaissent aussi. On voit que la région est très connue parmi les touristes et de temps en temps, il y a presque un peu de pression, trop de pression touristique. Et on doit faire prudence, surtout côté hollandais, mais ça peut venir aussi un peu vers notre côté, le côté belge. Fouron aussi, c'est déjà vraiment à la limite. L'urbanisation qui progresse bien dans c'est une région très attractive pour vivre aussi. Et bien sûr, le fait qu'on a tant de frontières sur un territoire si petit, ça n'aide pas à trouver de bonnes réponses, parce que c'est vrai que ce sont des défis quand même urgents et grands,
Et comme zone rurale, divisée par tant de frontières, c'est pas facile d'avoir, oui, des réponses fortes. Il faut des budgets, il faut du personnel. Et on croit que si on travaille ensemble et à travers un parc paysager, on peut attirer plus de force pour avoir des réponses plus à mesure. Alors, quand il y a 2 ans, l'appel à projet du ministre de l'Environnement flamand, de Mir, on s'est dit, c'était le bourgmestre de Flamand qui a contacté tous les bourgmestres des communes voisines pour voir si ça serait une opportunité en pensant aux menaces qu'on a, qui sont en commun. Peut-être c'est une opportunité. Et heureusement, il y avait l'opportunité d'avoir des parcs paysagers transfrontaliers, pas seulement juste flamands. La seule condition, c'était qu'il y avait au moins 5000 hectares flamands dans le territoire. Et le minimum total, c'était 10 000 hectares. Et la définition du gouvernement flamand pour un parc paysager, c'est qu'il y avait une interaction à long terme entre l'homme et la nature qui a donné naissance, oui, à un paysage très caractéristique qui vaut beaucoup, avec une qualité paysagère distincte. Et où on a vraiment la possibilité de travailler avec une coalition territoriale, parce que ça c'était un peu la philosophie de la ministre. Je donne l'opportunité aux acteurs locaux d'écrire un plan ensemble et que ce plan soit vraiment écrit d'une vision intégrale. Alors c'est vraiment travailler ensemble avec tous les secteurs, mais aussi c'était une bonne opportunité pour vraiment pouvoir écrire un dossier qui sort de la réalité locale. C'est pas qu'ils ont dit, oui, tu dois, avec tant de critères, comme un peu avec leader de temps en temps, tu as les critères, tu dois voir si ça marche ou pas, mais ici c'était quand même bien libre. Et comme ça, on a pu écrire un peu notre histoire à nous. Et les objectifs d'un parc paysager pour le gouvernement flamand, ils disent bien sûr travailler sur cette identité paysagère et qualité paysagère d'une vision intégrale, réaliser les objectifs politiques qu'il y a, européens, flamands, et bien sûr wallons et néerlandais aussi. Et aussi offrir une expérience unique du paysage et de la région aux habitants et aux visiteurs. Là, on a toujours dit oui, mais comme on sait que dans notre territoire, on a déjà beaucoup de visiteurs, on l'a interprété comme nous voulons trouver une solution pour garder l'équilibre. Et pas juste pour dire, allez, venez tout le monde ici, allez, pas comme ça. Pour être très clair, la philosophie aussi de la ministre, et c'est écrit dans tous les documents, dans nos documents, les plans directeurs, plans opérationnels, dans le décret flamand, qu'il n'y a pas de restrictions extra à cause d'un parc paysager. On l'a mis, oui, dans une clause, dans le plan, et c'est très clair. Pour les détenteurs de droits, oui, article 8, je ne sais pas si c'est correctement traduit, détenteurs de droits de propriété ou les utilisateurs du parc paysager. C'est très important parce que je sais que les agriculteurs ont un peu de peur que ça peut amener encore plus de restrictions. C'était jamais la philosophie de la ministre. Et allez, je vais être très claire sur ce point.
Et je pense que si ça serait un jour le cas, normalement pas du tout, mais on peut toujours se retirer parce que c'est la coalition locale qui soumet le dossier. Alors sans nous, il n'y a pas de parc paysager, bien sûr. Le périmètre du parc, alors ce sont 7 communes. C'est bien sûr Dahlem, Obel, Plombières, Fouron, et côté néerlandais, c'est Elze-Marginaat, Gulke-Wittem et Vaals. Dans l'appel à projet, il demandait de choisir des limitations qui sont avec une logique de paysage. Mais nous, on a choisi de prendre les limites des communes. Parce qu'on a déjà tant de frontières ici, on ne veut pas ajouter encore des frontières extra et dire cet côté de la rue c'est parc paysager, l'autre côté pas. Allez, ça ne marche pas comme ça. Et on aimerait offrir des services aux citoyens. Alors c'est clair que c'est pour chacun qui vit ici, qui a des terrains ici. En cas de reconnaissance, oui. Il parle que c'est un label prestigieux, mais surtout, le gouvernement flamand va payer structurellement 80% d'un budget pour 4 personnes temps plein et un budget annuel de 200 000 €. Mais il demande bien sûr 20% de cofinancement local. Mais je reviens à ça parce que ce n'est pas... Allez, c'est moins pour les communes, ce n'est pas les 20%. Alors, on va soumettre un dossier avec une biographie paysagère, un plan directeur avec une vision pour les 24 ans à suivre et un plan opérationnel pour les 6 ans qui viennent. Alors, s'il y aurait un parc paysager, si on serait sélectionné, on va organiser... oui, on va créer un bureau du parc. Oui, c'est comme une nouvelle organisation. Et on va... parce qu'on sent que pour travailler sur le paysage, c'est que l'agriculture, l'environnement, la nature, le patrimoine, tout aussi divisé par secteur. Et on a aussi tant de niveaux de gouvernement que c'est pas facile d'avoir vraiment une politique oui, c'est ça, et cohérente et tout. Mais on sent aussi, moi je travaille au Fouron, je travaille pour un ASBL, le paysage régional de SB et Fouron, mais je travaille seulement sur le territoire de Fouron. Quand on parle là avec les agriculteurs, les propriétaires, tu sens vraiment qu'ils sont très déçus dans les gouvernements supralocaux parce que, oui, ils ne se sentent pas écoutés, ils disent oui, ils promettent des choses, mais ils ne le font pas. Et on aimerait, comme bureau du parc, être là pour regagner ou restaurer un peu cette confiance. Et on peut seulement le faire en se parlant et en écoutant ce qui se passe, les préoccupations, les idées, et vraiment aider à faire des choses petit à petit, et comme ça on peut rétablir un peu cette confiance. Parce qu'on sait que c'est très important pour vraiment pouvoir réaliser des choses sur le terrain, qu'on a cette relation de confiance. Et une fois que des citoyens se sentent écoutés et veulent penser avec toi, c'est une force qui sort et que, oui, tu es surprise par
j'étais surprise par ce qui sort de l'idée d'engagement. Et ça, c'est un peu le schéma qui dit ça, qu'on peut faire le lien entre les gens locaux et les gouvernements qui sont divisés par les secteurs et aussi sur les différents niveaux. Et on veut être un coordinateur neutre, alors on veut avoir des contacts bilatéraux, mais aussi on veut rejoindre les deux groupes dans des ateliers participatifs pour qu'ils commencent à comprendre un peu mieux les deux contextes. Ici, c'est un schéma avec le bureau du PAREC, avec 6 personnes. C'est le coordinateur transfrontalier. Il y a quelqu'un, c'est pas une personne, c'est une expertise de mon organisation, du paysage régional, sur des aspects écologiques et culturo-historiques. Culturel et historique, oui. En flamand, c'est un mot, c'est toujours culturel et historique. Quelqu'un pour la communication transfrontalière, de manière transfrontalière. Et après, tu as 3 personnes, vraiment le visage pour les parties régionales du PAREC. Alors, pour la partie wallonne, flamande et néerlandaise. Pour vraiment que les citoyens savent, il y a une personne que je peux contacter. Et eux aussi vont coordonner un peu le processus participatif entre les acteurs politiques et les acteurs locaux. Oui, dans la gouvernance, tu vois aussi qu'en dessous du bureau du PAREC, tu as le comité directeur et une consultation stratégique des partenaires. Alors, vous, comme commune, serez représenté dans le comité directeur parce que c'est bien clair,